L'hydrothérapie du côlon, c'est pas juste une thérapie d'évacuation de sel. C'est très réducteur de voir ça comme ça. C'est une thérapie qui va au-delà de ça. C'est une thérapie qui peut débloquer l'émotionnel, qui peut débloquer des douleurs, des tensions, des adhérences du ventre, des douleurs, des inconforts qu'on vit avec tous les jours et qu'au bout d'un moment, on croit que c'est normal. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui me font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour, en tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Catarina Carrera. L'histoire de Catarina, c'est celle d'une infirmière qui n'en pouvait plus des horaires à rallonge, de la complexité administrative, du stress du Covid. L'histoire de Catarina, c'est aussi celle d'une femme qui a fait le choix de quitter son Portugal natal pour aller trouver une vie meilleure en Suisse, sur les bords du lac Léman. Non, sans avoir fait preuve de beaucoup de volonté et d'énergie, vous l'entendrez. L'histoire de Catarina, enfin, c'est celle d'une infirmière devenue thérapeute parce qu'elle a d'abord vécu pour elle-même les bienfaits de la naturopathie, du drainage lymphatique et de l'hydrothérapie du côlon. L'hydro quoi ? Oui, vous avez bien compris, l'hydrothérapie du côlon, une approche a priori peu ragoûtante, mais après avoir écouté Catarina, vous ne l'envisagerez plus de la même façon. Alors bienvenue dans un épisode solaire, comme elle, énergique et touchant. Avec Catarina, nous allons parler de mener 3 jobs à la fois pour tenter d'échapper à la crise, d'un exil nécessaire mais pas évident, et de notre ventre qui n'est rien d'autre que notre deuxième cerveau. Bonjour Catarina, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci d'être venue surtout. Bah ouais, merci. Vous m'accueillez dans votre cabinet. Donc là, on est en Suisse, à Gland exactement, entre Genève et Lausanne, et tout près du lac Léman. Donc c'est quand même un cadre de vie pas mal. Donc Catarina, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes donc Catarina Carrera. Vous avez 34 ans et vous exercez comme thérapeute, mais avec plusieurs casquettes. On va en parler. Vous êtes infirmière, vous avez encore cette casquette-là. Vous êtes nutritionniste, massothérapeute et, c'est vraiment j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, vous êtes spécialiste en hydrothérapie du côlon. Avant qu'on se lance vraiment dans l'entretien, est-ce que vous allez bien ? Comment vous vous sentez ce matin ? Je me sens bien de vous recevoir ici, c'est un vrai plaisir. Déjà, je me suis dit, waouh, quelqu'un qui s'intéresse à mon parcours et aux thérapies que je pratique, c'est cool. Et du coup, c'est un grand plaisir de pouvoir vous recevoir ici. Si je reviens là sur votre parcours, notamment pro, vous avez commencé votre carrière en étant infirmière. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigée vers ce métier-là, qui est quand même un très beau métier, qui est presque un sacerdoce, non ? Pour vous dire, j'avais 3 travails en même temps. J'étais aussi formatrice en gériatrie et en post-laboral. J'étais aussi infirmière de médecine au travail. Ok. Donc, aux urgences à 100% et les autres 2 en part-time. En fait, ce que je voulais, c'était à la base investigation criminelle. Donc, je me suis préparée physiquement pour passer les épreuves physiques, pour être accueillie dans cette école pour la police. Et 3 mois avant, décidé de pas le faire. Parce que j'ai plusieurs policiers dans l'investigation d'accidents et tout ça dans la famille. Et ils me disaient, mais fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Donc, il y avait un désencouragement, si je peux dire comme ça, par rapport à la vie d'une personne qui doit travailler constamment sur le terrain. Et il y a aussi le côté violent qu'il peut avoir derrière, les répercussions au niveau de la vie personnelle aussi. Donc, comme j'ai eu une bonne moyenne à la fin du secondaire, je me suis dit, tiens, vu que je peux pas aider à prévenir des choses avec l'investigation ou quoi que ce soit, ou défendre des gens, je vais essayer de remédier. Donc, je vais vers la santé. Ok. Et je me suis dirigée vers les soins infirmiers parce que toujours cette envie d'aider les autres.
Et du coup, voilà, j'ai continué mon parcours. J'ai bien aimé tout le trajet. Et j'ai commencé à travailler à ce service d'urgence. C'était même pas moi qui a postulé, en fait. Et au Portugal, il y avait déjà une crise au niveau du travail, etc. Et du coup, là, j'ai fait mon stage de pédiatrie dans cet hôpital. Ok. Et c'était eux qui m'ont convoqué quand ils avaient besoin pour les urgences. Mais pendant la fin de ma formation en tant qu'infirmière, j'ai fait aussi une formation pour être formatrice dans plusieurs domaines. Et à la fin de cette formation, j'ai été aussi invitée par l'entreprise de débuter une carrière, si on peut dire comme ça, un parcours dans la formation pour la gériatrie, pour former des auxiliaires de santé, des aides-soignantes, etc., qui étaient déjà à l'hôpital et qui devraient passer une formation spécifique pour pouvoir valider aussi ces connaissances. Et qu'est-ce qui fait que vous avez accepté toutes ces casquettes à la fois alors que vous étiez hyper jeune, que vous aviez déjà un poste à 100% aux urgences? Il y avait une espèce d'envie, d'action. Oui, parce qu'avec cette pénurie, pendant toute la formation, on avait entendu qu'on n'aurait pas la chance d'avoir un travail. On savait qu'il y avait besoin, mais comme c'est un service de santé publique au Portugal, l'État, il avait pas de place pour tout le monde. D'accord. C'était dans ce sens. Donc, il y avait même des hôpitaux, surtout en Angleterre, qui venaient à l'université dire, on vous offre un cours d'anglais, vous venez, vous donne le premier salaire en avance pour que vous puissiez vous installer même avant de travailler. Et moi, j'ai jamais imaginé immigrer. Je savais pas parler d'autres langues que le portugais. Donc, je me suis dit, je reste chez moi au Portugal. J'étais près de Lisbonne. Ça s'appelle Torres-Vedras. Mais mon petit village d'où je viens même, ça s'appelle Nazaré. C'est la plage des vagues géantes. Donc, je viens d'un petit coin de paradis au bord de la mer. Et du coup, c'était à cause de entendre parler, ça travaille aussi beaucoup au niveau émotionnel et psychologique. Pendant 4 ans, nos parents ils font un investissement dans une formation supérieure. Si on allait ailleurs dans le pays, il fallait payer la location d'une chambre, l'alimentation, tout est payant. Donc, dès que je sors, je finis la formation de gériatrie, de formatrice, et j'ai cette invitation, je me dis, d'accord, je prépare tout ça en attendant de trouver un boulot parce que je sais que ça va être long. Puis, du coup, il y a 1 mois après avoir commencé la formation, j'ai cet appel de l'hôpital pour un entretien. Ils avaient besoin de personnel, mais ils n'avaient pas les moyens de payer le personnel. Donc, c'est ça qui fait que les gens qui travaillent hyper chargés et les conditions, elles sont pas les meilleures. Donc, on travaille beaucoup plus d'heures, on fait des heures sup, etc. Et on n'est pas payé. Donc, et là, on va à la source. On va chercher quelqu'un qui sort de l'université. Le salaire, il est plus petit. Il y a moins d'expérience aussi, mais on va pouvoir aussi les formater, si on peut dire comme ça, à notre façon, quoi. Oui. Et en service d'urgence, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de responsabilités. Donc, j'accepte aussi. Vous aviez quel âge ? 33 ans. Donc, j'ai commencé en tant que formatrice en mars. J'ai accepté en tant qu'infirmière et j'ai débuté. Et en juin, j'étais signalée aussi à cette entreprise de médecine de travail. Et du coup, j'ai passé aussi l'entretien et hop, allez, encore un nouveau boulot. Donc, 3 boulots, j'avais pas de congé. Et c'est ça aussi que, avec le temps, vite aussi, je me suis aperçue que c'était pas une vie normale. Parce que je travaillais Noël, Nouvel An, je travaillais les week-ends, la semaine, je travaillais tout le temps. Donc, mais voilà, c'était l'envie de rester dans mon pays, l'envie d'avoir un salaire et de pouvoir poursuivre une vie normale qui m'a fait accepter tout ça. À l'époque, je voyais même pas mon actuel mari, à l'époque mon copain, parce que moi j'étais près de Lisbonne, lui il était plutôt à Coimbra, donc ça faisait 200 kilomètres de distance entre les deux. Finalement, aujourd'hui, je me dis c'était excessif, mais au moins ça m'a servi pour faire mon CV. Et pour arriver ici en Suisse, chose qu'à l'époque j'ignorais complètement parce que finalement j'ai émigré. Et pourquoi, justement ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous qui étiez si attachés au Portugal et qui surtout n'envisagiez pas de vous expatrier, vous vous retrouvez sur les bords du lac Léman ? Oui, exactement. Alors, ça, c'est que pendant tout ce parcours, il y a eu ma maman qui est tombée malade d'un cancer.
Donc, j'ai passé tout mon parcours universitaire à l'accompagner dès que je pouvais, etc. Donc, quand j'ai accepté tout ce travail, c'était aussi dans le but de rester le plus proche possible, de ne pas avoir besoin de suivre comme certains collègues qui sont partis en Angleterre à l'époque. Donc, finalement, ma mère, elle a perdu la bataille au bout de 4 ans. Et là, j'étais triste, en colère. Et du coup, je me dis, je fais plus rien ici. De toute façon, je suis pas reconnue pour mon travail. Donc là, gros ras-le-bol, en fait. Ras-le-bol du travail. J'imagine que le deuil de votre maman y est pour quelque chose aussi. Est-ce qu'il y avait l'envie de tourner cette page-là, qui a sûrement été douloureuse, pour repartir autrement? Oui. Il y avait juste ma sœur qui était petite à l'époque, et elle avait 13 ans, 14 ans. Et je me dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Déjà, je me suis approchée, j'ai fait une mutation d'hôpital, et puis c'était à cet hôpital-là qu'il fallait démissionner des gens. Donc, et comme je venais d'arriver, forcément, c'était une des premières à pouvoir sortir. D'accord. Là, en quelques jours, j'ai su que ça serait vraiment définitif. Et j'ai eu genre une semaine où je me suis dit, je m'inscris pour le français. Je vais apprendre le français. Parce que vous ne parliez pas français encore? Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, je m'inscris français-allemand. Et avant ça, il faut dire quand même que j'ai pensé à aller dans des pays plus chauds. Hein. J'ai pensé au Brésil et en Afrique, Angola. Okay. Déjà la langue portugaise et la chaleur. Après, je me suis dit, ouais, mais j'ai quand même ma sœur, il faut peut-être que je vienne plus souvent. Je me suis dit, en Europe. Donc, du coup, en Europe, j'avais pas un bon lien avec l'anglais. Je me suis dit, le français. Par contre, en France, c'est pas le ouf non plus dans le domaine de la santé, parce que j'avais des collègues universitaires qui sont partis en France. Et puis, j'avais beaucoup en Belgique qui me disaient, mais Katharina, viens, on te trouve le travail la même semaine, tu partages l'appartement avec nous, on te trouve une maison dans le même mois et ça va être cool. Et je me suis dit non, parce qu'à long terme, je sais que la probabilité de retourner au Portugal pour vous, elle va être plus évidente que pour moi si j'arrive à m'installer comme il faut en Suisse. Donc, je veux pas faire un grand changement maintenant et devoir repartir si jamais les choses, elles basculent à nouveau. Alors, pardon, on était en Belgique où vos copines vous disent « Viens, il y a tout pour toi ». Et moi, j'ai décidé le chemin le plus difficile. Parce qu'entrer en Suisse, c'est pas évident. Parce qu'il faut avoir un permis de séjour pour pouvoir y rester. Ouais. Et c'est quand on est dedans qu'on commence à voir que c'est comme un spirale, en fait. Il y a ça qui te manque, une fois qu'on a ça, il y a un autre document qui te manque, et une fois qu'il y a ça, il y a un autre. Et c'était dur. Et j'étais là et je pleurais beaucoup et je parlais avec mes copines qui me disaient, mais viens. Et je disais, mais non, je sais que le jour où j'arriverai à clôturer ça, je me vois vivre ici. Je me vois faire et construire ma famille ici. Les collègues en Belgique, elles disaient ça. Par contre, moi, je me vois pas construire ma famille ici. Ok. Ce que vous vouliez, vous, c'est avoir un projet de long terme, quitte à ce que le démarrage soit plus compliqué. Exactement. Et en plus, c'était un projet de couple et de famille, non? J'avais déjà mon copain, mon mari. On n'était pas mariés, mais voilà, je visais une installation. J'étais tellement en colère avec ce qui m'est arrivé aussi au niveau personnel que je voulais pas changer et m'amuser à changer. Et ma vie jusque-là, c'était que du changement. J'étais une nomade. C'est ce que je me sentais même dans mon pays. Et je voulais arriver à un endroit où je m'installe, où je reste, où je peux avoir un horaire normal, avoir des jours de congé normal, me dédier à ma famille, etc. Et c'est vrai que les collègues d'université ou même des amis que j'ai connus et qui ont émigré après en Belgique, ils sont tous retournés au Portugal déjà. Mais ils disent, mais retourner aux soins en Portugal, c'est hyper précaire. On n'a pas envie. Et c'est ça que je voulais éviter. C'est de me décevoir à nouveau et d'arriver au point où j'étais, avoir des contrats mensuels ou déterminés, mais avoir déjà une famille parce que l'âge, elle avance, il y en a des projets personnels aussi. Donc, vous êtes arrivée seule ou avec votre conjoint? A priori, c'était pour que je vienne seule. Oui. Je suis venue une première fois laisser quelques CV à Lausanne, à Genève. Mais je connaissais rien du tout. J'avais jamais visité la Suisse avant. Et je suis retournée au Portugal. Okay. Et en rentrant, j'ai dit à mon mari, à l'époque, il avait fait déjà 3 ans en tant qu'avocat. Oui. Et puis, il a décidé aussi de basculer. Il a changé pour un côté plutôt juriste. Okay.
Mais il se fait que le destin, quoi, je crois. Je m'inscris dans l'école de français, je lui dis, je crois que je pars. Puis il me dit, mais tu pars, mais comment? Je dis, mais t'inquiète pas, parce que si j'aurais un meilleur salaire, on va se voir même plus souvent qu'ici, étant les deux au Portugal. Donc je rentrerai plus tôt, et plus souvent. Mais je vais commencer à construire quelque chose là-bas. Et puis toi, tu finis ta formation. Et si jamais le destin, il dit qu'on doit rester ensemble, c'est pas la distance qui va nous séparer. Et puis, mon mari, il a perdu son travail. Donc, quand je viens en février postuler, je rentre et je lui dis, écoute, il faut que tu ailles postuler parce que moi, j'ai trouvé quand même difficile et j'ai déjà un diplôme. Donc, il achète un voyage, il vient. Mais comme il parlait pas le français, il parlait l'anglais et un peu d'allemand, il est parti plutôt à Zurich. Donc, il a trouvé un travail en 2 jours. Oh. Et il m'appelle et il me dit, c'est juste pour te dire que je dois rentrer demain récupérer mes affaires. Lundi, je commence un travail. Et je dis, quoi? À la base, c'est moi qui voulais venir en Suisse et c'est toi qui pars avant? Il me dit, ouais, et j'ai pas eu le temps de réfléchir, donc il fallait acheter un voyage vite. Ça, c'était un jeudi qu'il me dit. Donc, il rentre le vendredi pour faire ses bagages. Et le samedi, il fêtait ses 30 ans. Oh! Et du coup, j'ai pu organiser vite fait un repas en famille, amis, pour au revoir, mais aussi ses 30 ans. Il prend l'avion le jour même pour arriver à avoir le dimanche pour s'installer et commencer à travailler le lundi. Donc lui, suisse alémanique, mais moi je lui dis, écoute, j'ai bien commencé le français et l'allemand, mais l'allemand, je l'ai laissé de côté 15 jours après. J'arrivais pas à dire un mot, tellement ils étaient longs et tout, et je me dis, je vais m'embrouiller. Je préfère me dédier au français. Et là, je pars côté français. C'est ce que j'avais prévu, de toute façon, Suisse romande. Et puis, on verra. De toute façon, il faut voir le point positif, c'est qu'on se retrouvait dans le même pays. Chose qu'un mois avant, on savait pas. On croyait qu'il y avait un qui resterait au Portugal et un autre en Suisse. Du coup, en mai, je quitte Portugal. Et j'arrive en Suisse. À ce moment, j'arrive en Suisse alémanique. Puis, je faisais les trajets en train pour venir postuler ici personnellement. Et ça a duré quand même 2 mois pour postuler. Parce que je parlais pas très bien le français non plus. Il faut avouer que j'avais 90 heures de français médical. 90 heures, Voilà, je savais dire perfusion, cathéter. Je savais pas dire j'ai faim, j'ai soif. Donc voilà quoi, j'ai pris le temps. Puis le 1er juillet, j'ai commencé dans un EMS, un établissement médico-social, ici en Suisse. Donc quelque chose de complètement différent de ce que j'avais l'habitude. J'ai commencé en tant qu'aide-soignante. Ils m'ont fait commencer par là parce que j'avais mon CV, etc. J'avais expérience aux urgences, etc. Mais il fallait comprendre le français. Et puis ils m'ont dit, comme challenge, combien plus vite tu apprends le français, plus vite on change ton contrat. Oh. Ça, c'était le 1er juillet. Et août, on a changé mon contrat. Ah, déjà? Ouais. Dis donc. J'avais un petit dictionnaire de poche dans ma combinaison d'infirmière et des petits stylos. Puis quand j'étais seule dans les chambres avec les personnes âgées, je disais, est-ce que vous pouvez m'apprendre un peu le français médical? Je faisais un peu de mimique. Comment je peux dire ça et ça? Puis je notais le langage plus courant. De toute façon, il fallait que moi je m'applique. Donc ce que je faisais, j'étudie pendant les heures, bien sûr. La portugaise qui vient d'arriver, on va lui mettre que des horaires coupés. Elle va faire les horaires que personne ne veut faire, les week-ends, etc. Donc du coup, j'avais le temps d'étudier. Je passais 12 heures, 16 heures même hors maison parce que les trajets entrants, ils étaient longs. Et avec les horaires coupés l'après-midi, j'avais pas le temps de rentrer, manger, me reposer parce que j'avais pas de voiture. Et j'ai trouvé une chambre dans un auberge ici. Donc, il fallait faire quand même 4 km et demi à pied depuis l'auberge jusqu'à Nyon pour prendre le train. Puis, je changeais encore de voie et puis je faisais encore 1 km et demi à pied depuis le train jusqu'à l'EMS. Et ça, de retour pareil. Donc, c'était dur, hein. J'avoue que c'était dur. Est-ce que vous avez douté dans les premiers mois là, de votre installation en Suisse du projet? À vous dire, non, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je pense pas. Parce qu'en fait, c'est bizarre, mais la Suisse, c'est ma maison, en fait. Quand je rentre au Portugal maintenant, c'est mes vacances. Et au bout d'un temps de vacances, on a tous envie de rentrer chez soi. Absolument, ouais. On était déjà ici quand on s'est mariés. On est allé se marier au Portugal, bien sûr. Mais mes enfants, ils sont nés ici. Et ma vie de couple, ma vie de famille, elle est ici. Et du coup, j'ai pas douté de ce projet, même s'il était dur, parce que de toute façon, dans ma vie,
tout ce que j'ai réussi, c'était dur. Donc, je me disais, ouais, c'est pour une bonne raison. Le jour où je serai installée, je suis sûre que je resterai et c'est ça que je veux. Et ouais, même si c'était dur, j'ai beaucoup pleuré, etc. C'était comme commencer une nouvelle vie ici. J'avais pas non plus de mémoire avec ma mère, avec ma famille. Enfin, c'était comme commencer du zéro. Et c'est bizarre de dire ça. C'est qu'aujourd'hui, là où je suis, ce que j'ai pu faire, même en tant qu'installation, en tant qu'indépendante, etc., c'est une fierté, mais ça me surprend pas. Pas non plus par rapport à mon caractère, à ma façon de... Je sais que c'est pas facile, non. C'est pour ma vie, c'est pour mon bien-être, c'est pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, donc on y va. Est-ce que ça s'appelait pas la petite voix que vous avez su écouter, sans savoir encore précisément la finalité du projet, mais vous avez été comme appelé par ce pays-là? Il y avait quelque chose, ça c'est sûr. C'est peut-être ça, il y avait une petite voix, peut-être ma mère, je sais pas, qui me disait de rester. C'était pas compliqué de choisir de venir parce que la langue, oui, elle me freinait un peu, mais après, j'allais pas faire un échange entre quelque chose de certain, de concret au Portugal pour l'incertain ici. C'est ça. Donc, je changeais l'incertain par l'incertain. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez lâché la blouse d'infirmière pour proposer une autre forme de soins? Est-ce que c'est ces soins-là nouveaux qui vous ont appelé ou est-ce qu'il y a eu un ras-le-bol aussi de ce travail d'infirmière? Les deux. Ok. Parce que j'avais un besoin personnel de faire recours aux thérapies complémentaires. Ok. Notamment drainage lymphatique. C'est par là que ça a commencé. En tant qu'infirmière, beaucoup de temps debout, etc. Donc, les premières veines, capillaires, etc., disgracieuses qui apparaissent, une fatigue des jambes, etc. Donc, j'avais besoin de faire recours à ça, au drainage lymphatique pour m'aider dans ce sens, qui s'est aggravé avec une grossesse. Donc, j'avais encore plus besoin de faire recours à ça parce que j'avais des vrais poteaux à la place des jambes. Okay. Et du coup, tout ce que je propose aujourd'hui, c'était des choses que j'ai eu besoin pendant mon parcours jusqu'ici. En fait, c'est parce que vous l'avez expérimenté vous en tant que cliente ou patiente. Exact. Que l'idée c'était vous est des venue besoins de le proposer. Personnels. Exactement. Donc le drainage lymphatique, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement le principe de ce que c'est? Le drainage lymphatique, c'est une méthode douce de massage. Ok. On va respecter toutes les composants physiologiques de la lymphe et du système anatomique de la lymphe. Donc, c'est un massage doux, monotone, répété. L'objectif, c'est d'éliminer, c'est de soutenir notre système sanguin à éliminer ce que lui, il a plus besoin. Donc, des déchets, des toxines. Il faut les éliminer pour pas s'intoxiquer, si on veut dire comme ça. Et ça, quand on fait une rétention d'eau, quand on a là ces sensations de jambes lourdes, c'est qu'il y a des choses qu'on doit éliminer. C'est ton eau, une lymphe qui est chargée de déchets, des choses qu'on doit éliminer. Donc, par ça, le drainage lymphatique m'a aidé et m'a laissé une idée derrière qu'il pouvait avoir aussi d'autres méthodes. Après, nutrition, pourquoi j'ai souffert de gastrite chronique, etc., avec les horaires de nuit, les horaires tournants. Ouais. Quand j'ai quitté l'OMS, je suis passée pour une mission d'infirmière, de mission d'urgence à domicile. Donc, j'étais basée à l'hôpital, mais je faisais que de nuit. Donc, pendant 3 ans et demi, mon horaire, c'était 21h30, 7h30 du matin. Wow. Et ça m'a fait un grand basculement hormonal, rythme circadien, etc. Donc, même le cycle féminin, j'avais des dérèglements, etc. Ça aussi, encore une fois, allez hop, je vais étudier pour mon propre bien personnel, voir ce que c'est, etc. Donc, aussi cette gastrite chronique qui a été aggravée à cause de tout ce stress déjà de changer de pays, une nouvelle langue, etc. Donc, voilà, j'ai fait recours à la nutrition, ce qui m'a aidé énormément. À l'époque, je faisais 2 gastroscopies par année avec biopsie de mon estomac, tellement j'avais une inflammation, une irritation de la paroi de mon estomac. Donc là déjà, entre la nutrition et les drainages lymphatiques, vous réussissez à rééquilibrer mon mode de vie, malgré mes horaires, malgré les horaires et mon métier, voilà. Donc voilà, déjà avec ça, 2 choses naturelles que j'avais envie aussi de partager avec les gens, la famille, etc. Mais il faut que tu changes ça, il faut que tu fasses ça, nanana. Ça m'a aidé. Donc j'avais aussi envie d'aider les gens dans ce contexte. Ça m'a fait du bien, je pense que ça pourrait t'aider aussi. Et puis l'hydrothérapie du côlon,
parce que grâce à des lectures aussi, etc., j'ai compris qu'il y avait cette thérapie que j'avais jamais entendu parler. Et pourtant, c'est hyper ancien, ça vient des Égyptiens, les Grecs, etc. Okay. Les tribus, on faisait ça, mais à l'époque, avec les recours qu'ils avaient, de façon naturelle, un nettoyage du côlon pour, encore une fois, décharger notre système des choses qui sont en putréfaction, stagnées depuis un moment dans le corps, et qui pourrait nous aider et nous soulager aussi au niveau de la santé générale. Donc là, je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que effectivement, quand on ne connaît pas, ça peut paraître un peu spécial, mais l'hydrothérapie du côlon, c'est... je vous laisse l'expliquer. C'est en fait, un nettoyage de l'intestin. C'est un nettoyage du gros intestin. Donc, on a 1,5 m de gros intestin et c'est ça qu'on essaye de nettoyer. Et du coup, grâce à ces lectures, je me suis dit, mais tiens, il y a tellement de logique, on mange tous les jours. On doit contrôler ce qu'on mange si on veut avoir une meilleure santé. Mais on pense jamais à l'organe de l'élimination de cette nourriture. Même si elle est de bonne qualité, si on a une tendance à la constipation ou à la diarrhée, ou une alternance entre les deux, c'est quelque chose que c'est pas naturel. Donc, il y a forcément un souci au niveau gastrique. Et heureusement, maintenant, on parle aussi beaucoup de deuxième cerveau. On voit que le microbiote, c'est même un organe à part entière. On a environ 2 kilos de notre poids en bactéries dans l'intestin. Wow, on a plus 2 kilos? Ouais. 1,5 kg à 2 kilos de poids de notre corps, c'est des bactéries, des choses qu'on voit pas à l'œil nu. Il y a un poids. Normalement, on voit en symbiose avec. Ça veut dire on va vivre en harmonie. Mais s'il y a un déséquilibre de ces microbiotes, on parle de dysbiose, c'est qu'il y a une surpopulation de bactéries pathogènes plus importante que les bonnes bactéries. Donc, on est en déséquilibre. Et ces déséquilibres, il y a des répercussions qu'au jour d'aujourd'hui, la médecine, elle se penche aussi, depuis 7 ans, plus ou moins, qu'on parle beaucoup plus de ça, qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau, donc tout ce qui est pathologie, maladie, anxiété. On parle aussi des troubles d'anxiété, des troubles cognitifs. Il y a un lien. Et en lisant ça, je me disais, mais c'est tellement logique. Il y a tellement de logique dans cette thérapie. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Pourquoi ça n'existe pas de partout? Et du coup, je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais reçu, en fait, en tant que patiente. Mais en lisant ce livre, je me suis dit, tiens, un jour, je veux faire ça. Je veux pouvoir proposer ça. Donc, si je me bascule vers les thérapies complémentaires et je m'éloigne complètement ou partiellement des soins infirmiers, je veux proposer des choses plus naturelles et ça doit faire partie des panoplies des soins que je vais proposer. Alors, pardon, il y a 1000 choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir là dans le peu de choses que vous venez de dire. J'ai envie qu'on finisse quand même sur ce que c'est que l'hydrothérapie du côlon, parce que concrètement, comment ça se passe? Alors, l'hydrothérapie du côlon, en cabinet, ici, en tout cas, ma réalité, il y a un appareil qui est accroché au mur et il est connecté à la canalisation, d'accord? Donc, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit pendant le soin, c'est quelque chose qui peut gêner les patients. La personne, elle est allongée sur une table de soins et il y aura une canule rectale qui fera la connexion entre le patient et cet appareil que je viens de décrire. Okay. Donc, c'est un appareil contrôlé selon les normes de l'Union européenne. C'est comme un appareil médical. Okay. On peut voir la température de l'eau qui est envoyée dans la personne parce qu'on va nettoyer l'intestin comme on fait un bain dans la baignoire pour nettoyer la peau. Okay. Donc, on va nettoyer le côlon à l'intérieur. Donc, on envoie de l'eau. De l'eau filtrée et purifiée aux nanoparticules. Des filtres qui sont dans ces appareils, c'est des filtres hyper puissants. Donc, l'eau qui passe dans votre intestin, elle est plus propre que l'eau qu'on boit du robinet. Donc, on envoie l'eau dans le rectum. Exactement. Pour aller nettoyer les intestins. Et pendant que l'eau fait son travail, vous, simultanément... Je masse le ventre. Okay. Donc, c'est grâce au massage que l'eau, elle peut progresser et remonter dans l'intestin. Parce que le massage va permettre, avec le travail de l'eau, d'enlever peut-être des adhérences. Exactement, des décollés en fait. On va faire un massage viscéral des fois. Ouais. Donc je mixe, comme j'ai plusieurs domaines de massage, je mixe. Donc je fais un massage à la fois viscéral ou plus en profondeur. C'est pas douloureux, c'est pas inconfortable. Non. Parce que déjà, c'est pas douloureux au niveau de la canule, parce que les gens, elles se posent la question. Oui. C'est une canule qui est quand même beaucoup plus fine que certaines selles.
Mais elle a aussi une certaine largeur, un certain diamètre pour aussi pouvoir éliminer ce type de matières qui peuvent être sèches et dures dans un intestin parce qu'elles peuvent stagner depuis longtemps. Oui, parce qu'en fait, là, on a parlé du trajet aller de l'eau qui, à travers le rectum, va aller nettoyer les intestins. Mais il y a un moment où, une fois que ce travail de nettoyage a été fait, et notamment grâce à l'action du massage que vous faites, Exact. eh ben, il y a un moment où, en fait, ça repart dans l'autre sens. Exactement, Voilà, on il faut l'évacuer. Quand on a envie d'aller aux en toilettes. fait, ça va se faire en quelques minutes après que l'eau commence à être Ça dépend du seuil de injectée. tolérance de chaque personne. Ça dépend de la quantité de toxines que cette personne a. Ok. Parce que des fois, l'eau, elle est moins retenue dans la personne parce que il y a aussi beaucoup plus de toxines à l'intérieur. Donc, l'intestin, il est tellement surchargé qu'il arrive même pas à garder l'eau longtemps pour évacuer. Donc, du coup, le soin, il est connecté à l'appareil entre 30 à 45 minutes. Okay. C'est pas plus que ça. Mais la personne, la canule, elle l'oublie parce que l'eau qui entre, elle est tempérée, donc elle est tiède. Le premier travail que cette eau tiède fait, c'est exactement au niveau de l'anus pour détendre le sphincter. D'accord? Donc, il se détend. Au bout d'un moment, on sent plus la canule. Par contre, on va bien sentir le ventre parce que moi, je vais chercher les points de tension du ventre des gens. Okay. Et on sait très bien que le ventre, quand on est stressé, angoissé, on va pas dire « j'ai la bulle au cerveau » ou « j'ai les papillons dans la tête ». On parle toujours de l'estomac, du ventre. Oui. Donc, c'est là qu'on a beaucoup d'émotions, Oui, beaucoup de vrai. tensions. Ouais. Et là, quand on travaille l'hydrothérapie du côlon, c'est pas juste une thérapie d'évacuation de sel. C'est très réducteur de voir ça comme ça. C'est une thérapie qui va au-delà de ça. C'est une thérapie qui peut débloquer l'émotionnel, qui peut débloquer des douleurs, des tensions, des adhérences du ventre, des douleurs, des inconforts qu'on vit avec tous les jours, qu'au bout d'un moment, on croit que c'est normal et que c'est pas du tout normal. La plupart des gens qui sortent d'ici, elles me disent « Mais Catherine, je me sens tellement légère, je me sens tellement bien. » Je sens vide, en fait, je sens pas mon ventre. Et ça, c'est notre sentiment normal. Et ça aide aussi au niveau des symptômes comme ballonnement, constipation, diarrhée. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de symptomatique. Ça peut être en lien avec des maladies, mais ça peut être juste, je sens que j'ai besoin d'évacuer aussi mon émotionnel. Vous avez des exemples de personnes qui sont venues vous voir avec des résultats étonnants, justement, comme vous le dites, qui sont au-delà de juste un bien-être physique, assez évident, en fait, après ce nettoyage, mais même émotionnel. Est-ce que vous avez des personnes qui vous écrivent après en disant « j'ai réglé » Il y a même des gens qui pleurent pendant le soin. Ah ouais. Ça peut arriver. Mais c'est pas de douleur. C'est des pleurs d'évacuation. Pendant le soin, elles n'ont pas besoin de partager avec moi. Mais il y a des choses qui viennent à la tête pendant le soin et que c'est comme si elles se libèrent. Des gens qui avaient envie de pleurer, mais qui s'étaient bloqués et qui n'arrivaient pas à pleurer. Et du coup, elles pleurent pendant le soin. Des gens qui disent qu'il y a des mots qui viennent à la tête et qu'elles ont envie de dire. J'ai besoin d'espace, des gens qui disent juste des mots comme ça. Enfin, je suis là juste pour accompagner le soin. J'entends, moi, tous les bénéfices de l'hydrothérapie du côlon, mais on est d'accord, moi j'ai jamais essayé, mais je ne peux que imaginer la gêne qu'on peut avoir en tant que client. Enfin, je veux dire, là, vous êtes en train de nous mettre une canule dans l'anus, c'est quand même... Ouais, alors, la canule, ce qui reste à l'intérieur, encore une fois, pour revenir sur la sensation, c'est 1,5 cm qui reste au niveau du rectum. La personne peut choisir d'introduire elle-même la canule. Je laisse le choix à la personne. Cette canule, elle a un guide à l'intérieur comme un suppositoire pour permettre l'entrée plus facilitée. Oui. Et il y a aussi le lubrifiant qui est mis. Donc, la personne, elle a le choix d'essayer de le mettre elle-même, déjà allongée sur le côté. Voilà, sinon moi, j'introduis la canule sur le côté, mais la personne, elle va revenir sur le dos. Donc, elle est en position semi-gynécologique parce que je mets des coussins sous les jambes, mais la personne, elle est en face à un mur. Moi, je travaille de côté. Il y a un linge qui est sur la personne pour garder l'intimité. Moi, j'ai juste besoin du segment
ventre. Je travaille sur le ventre. Donc l'introduction de la canule, ça prend 1 minute. Être gêné, c'est tout à fait normal, surtout une première fois. Mais les gens qui viennent la 2e fois, 3e fois, elles se posent même pas de questions. Ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait, c'est un soin qui est pas mal en préventif. C'est-à-dire que c'est pas lié à... Est-ce que c'est lié à des maux en particulier? Voilà. Ça peut être recommandé par des choses spécifiques. Les gens qui ont une alternance entre évacuation de sel dur et liquide, oui. C'est c'est déréglé, donc il faut voir, ça peut aider. Ça peut aider par exemple les femmes qui ont des règles douloureuses, parce qu'en éliminant des toxines, des estrogènes, des hormones aussi qui traînent dans l'intestin, on va aider à soulager tous les organes limitrophes et ses activités. Donc du coup, il y a un utérus qui va fonctionner mieux. Tout ce qui est ballonnement, diverticulite. Ok, donc soit en préventif, soit parce qu'il y a un problème particulier au niveau des intestins ou de la digestion. Ok. Petit retour en arrière. Je reviens à ce livre que vous découvrez sur l'hydrothérapie du côlon et vous vous dites, waouh, si un jour je ne suis plus infirmière, c'est ça que j'ai envie de proposer. Mais déjà, comment se passe votre première séance à vous d'hydrothérapie du côlon? Est-ce que vous dites, en fait, c'est exactement ce que j'imaginais, je me sens soulagée, je me sens bien. Exactement ça. Et puis, j'ai eu un eczéma autour des yeux suite à une situation traumatique. Mon dernier accouchement, il était hyper traumatique pour moi. Et l'émotionnel, il fait qu'il y a un eczéma autour des yeux. Pour moi, c'est strictement émotionnel. Il y a un lien entre les deux. Et c'était là. Et du coup, j'avais pas un rendez-vous vite avec un dermato. Ouais. Le rendez-vous, il m'a été donné 6 mois après mon besoin. Sauf que moi, j'avais les yeux hyper gonflés comme un poisson rouge. J'arrivais même pas à les ouvrir pour bien voir. Et puis, tout ce qui était source de chaleur, ça me brûlait le visage. J'avais la sensation d'être brûlée vivante. Et l'hydrothérapie du côlon en 3 séances m'a permis, avec bien sûr une correction alimentaire, traiter mon microbiote aussi. C'était un coadjuvant de la thérapie qui m'a fait avancer plus vite dans la guérison et j'ai plus eu ça. Ok, donc là, vous faites cette séance et puis ça ne fait que confirmer cet appel que vous aviez eu pour ce soin-là. En parallèle, vous êtes toujours infirmière, mais je crois qu'il y a un moment où vous allez être usée en fait de ce métier-là. Peut-être d'ailleurs pas que physiquement. Hein. Non, psychologiquement aussi. C'était à la fin de 2020 que j'ai décidé, je sens que j'ai assez de connaissances, de la motivation aussi, pour avancer dans mon projet en tant qu'indépendante et laisser de côté pour un moment les soins. Parce que de toute façon, à l'époque, je me suis dit, je vais juste faire une année de pause. Pourquoi? Voir comment je me sens. Parce que c'était suite au Covid. C'était suite au Covid aussi. J'étais hyper fatiguée, travailler dans les soins, Covid, etc. Et j'avais déjà une envie des choses naturelles pendant mon trajet à moi. Donc le Covid, c'était juste la goutte d'eau pour moi au niveau émotionnel, mais c'était aussi une opportunité parce que le Covid, en ayant cette goutte d'eau dans mon verre qui a débordé, c'était aussi l'opportunité d'avancer, d'avoir le courage de me dire non, c'est trop pour moi, je veux faire autre chose. Et du coup là, je me suis dit je prends une année pour moi, peut-être avoir un 2e enfant par là, comme ça j'ai pas de contact au travail avec des potentiels cas, etc. Et du coup, je vais voir si ça me manque, je reviens. Et jusqu'à présent, ça m'a pas manqué plus que ça. Donc du coup, pendant ces 3 ans, j'ai fait encore des formations. Et je me suis lancée dans le projet en tant qu'indépendante parce que j'ai eu mon 2e enfant. Et du coup, je me suis dit, les horaires, etc., en tant qu'infirmière, c'est pas évident. Et je veux bien aider les autres. Mais ce que le Covid m'a fait encore une fois, c'est que je dois laisser les miens pour aller aider les autres. Donc déjà ça, il y avait cette obligation. Et là, je peux avoir, en tant qu'indépendante, c'est une des chances, c'est qu'on peut gérer un peu notre organisation. Et je trouve que ça me stresse moins, ça m'angoisse moins. Pouvoir sentir que je peux gérer comme ça et pas manquer à mes enfants à un moment précis que je sens qu'il y a besoin. Et ça m'apaise. Donc, entre ce que je vivais avant en tant qu'infirmière, et j'adorais mon métier, mais là, dans la phase de vie où je me trouve actuellement, je sens que même pour mon bien-être personnel, je peux être une meilleure thérapeute en détriment d'une infirmière. Ouais. Est-ce que, en fait, Katharina, on n'a pas un peu bouclé la boucle? Enfin, vous n'avez pas bouclé cette boucle de la jeune femme qui a l'idée un jour de quitter le Portugal parce qu'elle a besoin d'ancrage et de stabilité.
de trouver cet équilibre ailleurs. Oui, exactement. Là, je suis aux anges. Pour moi, ici, c'est parfait. Ce que j'ai cherché, il y a la Katharina d'il y a 9 ans et demi en arrière, ce qu'elle cherchait, elle l'a aujourd'hui. Je suis arrivée et je m'épanouis, j'adore ce que je fais. Je peux pas dire autrement. Dit-elle avec un grand sourire, j'aimerais que vous soyez avec nous pour le voir. Bon, Katharina, on va passer aux petites questions rituelles de fin d'échange. Ma première question, on l'a déjà un peu évoquée, mais est-ce que vous écoutez souvent votre petite voix ? Oui, maintenant plus que jamais. Et est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie de partager avec nous ? C'est l'anti-cancer, nouvelle manière de vivre. De David Servan-Schreiber. Voilà, et ça a un lien avec mon histoire de vie personnelle aussi, parce que ma mère, elle est décédée avec un cancer du sein. Et c'est lui qui m'a fait aussi penser au changement d'alimentation. Autre question rituelle, Katharina, est-ce que vous avez un rituel bien-être quotidien ? Oui, j'ai un rituel du soir. C'est d'aller voir mes enfants avant de me coucher. Et pour moi, c'est un rituel de bien-être parce que je peux pas m'endormir comme il faut si je suis pas sûre qu'ils sont pas bien dans son lit. Et ça me permet en fait d'aller moi dans mon lit et de pratiquer la gratitude, de faire une révision de ma journée, de penser à quel point je suis bien. Et ça me permet de m'endormir en paix, vraiment, et de passer toute ma nuit sans me réveiller et le lendemain le retrouver avec beaucoup plus d'énergie. Hein. Et ma dernière question, Katharina, est-ce que vous êtes heureuse ? Ah bah oui, complètement, vraiment. D'être en paix, de regarder tout ce que j'ai vécu avant et où je suis aujourd'hui avec mon mari, avec mes enfants, dans le pays que finalement c'est moi qui a choisi. J'ai pas suivi les conseils des autres. Je suis la patronne de ma vie, quoi. Enfin, je peux faire ce que je veux. Je suis en santé. Je suis heureuse, quoi. Vous le dites, il y a une émotion dans les yeux et tout ça. Merci, c'est communicatif. Merci, Katharina. Merci à vous. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when